Le silence était insupportable. Puis un homme, à l'arrière, se leva et dit « 1 million d'euros ». Toute la salle devint silencieuse. Un autre genre de silence. Et lorsque cet homme s'avança et se présenta, le visage de mon fils passa de confiant à blême en l'espace de 3 secondes. Car voici ce qu'Alexandre ignorait. Ce que personne dans cette salle n'ignorait. Pendant qu'il était là, à m'humilier, quelqu'un était assis à l'arrière, observant tout, sachant exactement qui j'étais réellement. Et ce que cette personne a dit ensuite a transformé le moment le plus embarrassant de ma vie en l'instant de justification le plus doux que j'aurais pu imaginer. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous ramener 5 ans en arrière, au jour où j'ai eu 60 ans et où j'ai décidé d'arrêter de vivre pour les autres. Le pot de départ était un mardi après-midi. 35 ans que j'avais travaillé aux assurances Lamarque, et Nathalie de la comptabilité avait apporté un gâteau du supermarché. Ils avaient mal orthographié mon prénom. Claire avec un « e » et non un « i ». Je ne les ai pas corrigés. Je ne le faisais jamais. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des décennies me serraient la main et disaient les mêmes choses. Vous allez adorer la retraite. Maintenant, vous pouvez enfin vous détendre. J'ai souri et hoché la tête. Ils voulaient dire, au fait, Alexandre n'a pas pu venir. Il a envoyé un SMS vers 14 heures. Désolé, maman. Grosse réunion. Je ne peux pas m'échapper. Félicitations. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai remis mon téléphone dans mon sac. Bien sûr, il était occupé. Il avait des choses importantes à faire. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement d'une banlieue résidentielle de l'ouest parisien. Un T2, au 2e étage. J'avais emménagé il y a des années quand Alexandre est parti à l'université. Je voulais quelque chose de plus petit, de plus facile à gérer seul. L'immeuble était calme. J'ai déverrouillé la porte et me suis tenu dans mon salon. En regardant autour de moi, canapé d'occasion, table basse avec une trace de verre que je n'arrivais jamais à faire disparaître. Tout ce que je possédais tenait dans ce petit espace. J'ai préparé du thé et me suis assise à la table de la cuisine. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre. Je pouvais voir la poussière partout. 60 ans, mère célibataire, titulaire du baccalauréat qui n'était jamais allé à l'université. C'était mon CV. C'était tout ce que je serais jamais. La voix de Marc était encore dans ma tête parfois. Il était parti depuis plus de 30 ans, mais je pouvais encore l'entendre. Tu n'es pas assez intelligente pour la fac, Claire. Pourquoi gaspiller l'argent? Il l'avait dit quand nous sortions ensemble. Il l'avait dit après notre mariage. Je l'ai cru. Alexandre avait l'habitude de poser la question quand il était plus jeune. Pourquoi tu n'es pas allé à l'université comme les autres mamans? Pas méchamment, juste par curiosité. Mais chaque fois qu'il demandait, je me sentais plus petite, comme si j'avais échoué à une exigence de base. Les autres mères avaient des diplômes. Les autres mères avaient des carrières. J'avais un emploi à répondre au téléphone et à classer des dossiers. J'avais fait de mon mieux. Travailler tous les jours. Assurer le loyer et la nourriture dans le réfrigérateur. Payer ses études universitaires via un plan de paiement qui m'avait coûté tout ce que j'avais. Mais mon mieux n'avait jamais semblé suffisant. Maintenant, il travaillait dans cette firme financière à la Défense, portait des costumes coûteux, gagnait bien sa vie. J'étais fier de lui. Bien sûr que je l'étais. Mais parfois, quand nous parlions, je pouvais entendre la distance dans sa voix, comme s'il avait déménagé dans un monde auquel je n'appartenais pas. Le thé a refroidi pendant que j'étais assise là. L'appartement était si silencieux. Je pouvais entendre Madame Leroy marcher à l'étage. Je me suis demandé si c'était ça maintenant, être assise seule dans un petit appartement, attendant que mon fils se souvienne d'appeler. J'ai regardé l'ordinateur portable sur le comptoir. Je l'avais acheté quelques mois plus tôt, je m'étais dit que c'était pour rester connecté, mais il y avait autre chose que j'avais pensé faire avec. Quelque chose que j'avais voulu depuis ma jeunesse, mais que je n'avais jamais eu le courage d'essayer. Écrire. J'avais aimé les livres toute ma vie. Les professeurs disaient que j'avais une bonne imagination, que je pouvais écrire. Une enseignante, Madame Girard, m'avait dit que je devrais penser à écrire davantage. Vous avez une voix, Claire. Je n'avais jamais oublié ça. Vous avez une voix. Comme si j'avais quelque chose qui valait la peine d'être dit, mais Marc avait ri quand je l'avais mentionné une fois. Toi, écrire un livre?
Tu as à peine le temps de lire un journal. Et c'était tout. J'ai cessé d'en parler. J'ai cessé d'y penser, sauf tard la nuit quand je ne pouvais pas dormir. Qui me faisais-je croire? J'avais 60 ans. Je n'étais même jamais allé à l'université. J'avais passé toute ma vie à répondre au téléphone, à classer les papiers et à essayer de joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui me faisait croire que je pouvais écrire quelque chose qui valait la peine d'être lu? Rien. C'était la réponse. Rien ne me faisait penser cela. Mais je me suis levé et j'ai ouvert l'ordinateur portable quand même. Mes mains tremblaient un peu lorsque j'ai créé un nouveau document. L'écran vide me fixait. Le curseur clignotait, attendant. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai commencé à taper. Juste des mots. Une phrase sur une femme assise seule. Puis une autre. C'était terrible. Je pouvais le voir immédiatement. Maladroit et évident, et rien à voir avec les livres que j'aimais. Le genre d'écriture qui ferait secouer la tête à Madame Girard. J'ai continué à taper quand même parce que qu'allais-je faire d'autre? M'asseoir ici et regarder la télévision jusqu'à ce que je m'endorme? Attendre qu'Alexandre me réponde par SMS dans 3 jours? Passer le reste de ma vie à être la femme qui n'avait jamais fini ce qu'elle avait commencé? Je n'étais pas assez intelligente pour écrire un livre. Probablement pas, mais j'avais du temps maintenant. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais du temps. Et c'était quelque chose que je pouvais essayer. Même si j'échouais, même si personne ne lisait jamais un seul mot. Le soleil s'est déplacé sur la table. Les mots continuaient d'arriver. Lents et maladroits et probablement sans valeur, mais ils étaient les miens. J'ai pensé à Madame Girard. Vous avez une voix, Claire. Peut-être qu'elle s'était trompée, mais j'allais le découvrir. J'ai sauvegardé le document et l'ai nommé « Chapitre 1 ». 3 pages d'écriture terrible. Je l'ai fixé longtemps. Une partie de moi voulait le supprimer immédiatement, en finir. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me préparer plus de thé. Si ce n'est pas maintenant, quand? Demain, je le supprimerai probablement. Réaliserai à quel point c'était stupide. Mais ce soir, juste pour ce soir, j'avais écrit quelque chose. C'était plus que ce que j'avais fait en 60 ans. Je ne l'ai pas supprimé. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai fait du café et j'ai ouvert ce document. Les 3 pages étaient toujours terribles, mais j'ai ajouté une 4e page quand même. Puis une 5e. 6 mois plus tard, j'avais un manuscrit, 247 pages, sur une femme nommée Hélène qui venait d'avoir 62 ans et qui tombait sur une enquête pour meurtre dans sa résidence pour retraités. Elle était intelligente, observatrice, le genre de femme que les gens sous-estimaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'avais écrit ce que je voulais lire, ce que j'aurais aimé qui existe, une femme de mon âge qui n'était pas la grand-mère de quelqu'un à l'arrière-plan, qui n'était pas invisible, qui résolvait le puzzle pendant que tout le monde regardait dans la mauvaise direction. Le fichier est resté sur mon ordinateur portable pendant 2 semaines après que j'ai tapé la dernière phrase. Je ne savais pas quoi en faire. On ne pouvait pas simplement entrer dans une librairie et leur tendre des pages. J'avais fait des recherches. Il y avait des agents, des éditeurs, des lettres de présentation, tout un système que je ne comprenais pas. J'ai passé 3 semaines à lire tout ce que je pouvais trouver en ligne. Comment écrire une lettre de présentation, comment trouver un agent, ce que les éditeurs voulaient. La plupart du temps, c'était comme lire une langue étrangère. J'ai fait une liste d'agents qui représentaient des thrillers psychologiques. 15 noms. J'ai écrit une lettre de présentation, je l'ai réécrite. Puis je suis resté assise là, fixant l'écran, mon doigt sur le bouton « Envoyer ». La voix de Marc dans ma tête. Pour qui te prends-tu? J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Puis j'en ai envoyé 14 autres. La première lettre de refus est arrivée 2 semaines plus tard. Je faisais la vaisselle lorsque l'email est arrivé. J'ai séché mes mains et je l'ai lu sur mon téléphone. Merci pour votre requête, mais cela ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Je suis restée assise là avec de la mousse de savon encore sur mes poignets et j'ai pleuré comme si quelqu'un était mort. Alexandre a appelé cette semaine-là. J'ai failli ne pas lui parler du refus, mais je voulais que quelqu'un comprenne ce que cela faisait. J'ai reçu un refus aujourd'hui, ai-je dit, d'un agent littéraire. Un refus? Il a fait une pause. Maman, je ne veux pas être dur,
mais peut-être que c'est un signe. Tu as 60 ans. Combien de personnes de 60 ans obtiennent des contrats d'édition? Le monde de l'édition est assez compétitif, et il recherche de jeunes voix fraîches. Madame Girard a toujours dit que je pouvais écrire. Oui, quand tu avais 17 ans. C'était il y a 43 ans. Écoute, je suis juste réaliste. Peut-être qu'il est temps de trouver un passe-temps plus adapté à ton âge. As-tu pensé à rejoindre un club de lecture au lieu d'essayer d'écrire pour un? Ma gorge s'est nouée. Je vois. Ne te fâche pas. J'essaie de t'éviter une déception. Au fait, j'ai été promu aujourd'hui. Équipe des comptes seniors. Je vais désormais gérer les gros dossiers. Des contrats à 6 chiffres. Je suis assez excité. C'est merveilleux, Alexandre. Merci. Bon, je dois y aller, dîner d'affaires dans 1 heure. Ces choses n'attendent personne. Tu comprends? Il a raccroché avant que je puisse dire au revoir. Le 2e refus est arrivé 3 jours plus tard. Puis le 3e, puis le 5e. J'ai arrêté de compter après le 10e. Ils disaient tous pratiquement la même chose. Ne nous convient pas. Pas ce que nous recherchons. Nous allons passer. Au 20e refus, je fixais le bouton « Supprimer » sur mon fichier manuscrit. Mon curseur planait au-dessus. Un clic et ce serait parti. Je pourrais prétendre que je n'avais jamais essayé, jamais échoué. Retourner à être exactement qui j'avais toujours été. Alexandre avait raison. J'étais trop vieille pour ça, trop tard. Le monde de l'édition ne voulait pas que les femmes de mon âge écrivent des livres. Mon doigt était sur la souris. Prêt. Puis un email est arrivé. L'objet disait « Demande de manuscrit complet ». J'ai cligné des yeux. Je l'ai relu. Édition Rivage, un petit éditeur que j'avais contacté 3 semaines plus tôt. Il voulait lire le manuscrit en entier, pas seulement les pages d'échantillon. Je suis restée assise là, tremblante, j'ai lu l'email 5 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Il voulait lire mon livre. J'ai envoyé le manuscrit cette nuit-là. Puis j'ai attendu. Chaque jour, je vérifiais mes emails 20 fois. 30. Le site web de l'éditeur disait qu'il répondait dans les 8 à 12 semaines. J'ai compté chaque jour. 2 mois et 3 jours plus tard, un autre email est arrivé. Chère Madame Dubois, nous souhaiterions vous proposer un contrat d'édition pour votre manuscrit. J'ai lu cette ligne jusqu'à ce que les mots cessent d'avoir un sens. Puis je l'ai lu à nouveau. Il voulait publier mon livre, l'imprimer, le mettre en librairie. Mon livre. Je me suis levé de la table, me suis rassis, me suis levé à nouveau. Je voulais appeler quelqu'un, le dire à quelqu'un, partager cela avec quelqu'un qui comprendrait ce que cela signifiait. J'ai appelé Alexandre. Il a répondu à la 4e sonnerie. Salut, maman. Je suis un peu au milieu de quelque chose. Qu'y a-t-il? Ils veulent publier mon livre. Les mots sont sortis en vrac. Un éditeur? Édition Rivage. Ils m'ont envoyé un contrat. Alexandre, ils vont vraiment imprimer mon livre. Silence. Puis, attends, sérieusement? Quelqu'un veut vraiment le publier? Oui. Édition Rivage. Une autre pause. Jamais entendu parler d'eux. Tu es sûr qu'ils sont légitimes? Il y a beaucoup d'arnaques ciblant les personnes plus âgées qui veulent écrire. Ils t'ont demandé de l'argent? L'excitation s'est envolée. C'est un vrai éditeur, Alexandre. D'accord, mais tu les as cherchés sur Google? Je dis juste qu'un vrai éditeur ne voudrait probablement pas. Je ne dis pas ça méchamment, mais quel genre d'éditeur s'intéresse aux auteurs débutants de ton âge? Ils sont spécialisés dans les mystères et les thrillers, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi l'avance? 500 balles? 1000? J'ai lu quelque part que ces petites presses paient à peine. Tu ne t'attends pas à gagner de l'argent réel avec ça, n'est-ce pas? J'ai regardé le contrat encore ouvert sur mon écran. Je n'ai pas encore regardé tous les détails. Eh bien, c'est la première chose que tu devrais vérifier. Ne te fais pas d'illusions sur le fait que ce soit une sorte de carrière. C'est probablement juste de l'édition à compte d'auteur déguisé en professionnel, ce qui est très bien. Je veux dire, si ça te rend heureuse de dire que tu as un livre publié, c'est sympa. Ne quitte juste pas ton travail. Oh, attends. Tu l'as déjà fait,
Il a ri de sa propre blague. Je devrais te laisser, ai-je dit doucement. Oui, je dois vraiment courir. Cet appel client a commencé il y a 5 minutes et nous parlons d'un compte de 3 millions d'euros. De gros enjeux, quoi. Mais bon, félicitations pour le truc du livre. C'est différent. On se parle plus tard. La ligne s'est éteinte. Je suis resté assise là, tenant le téléphone, fixant mon contrat. Un contrat d'un vrai éditeur qui voulait mon travail. Mais tout ce que j'entendais, c'était la voix d'Alexandre. Édition à compte d'auteur. Ne quitte pas ton travail. Auteur débutant de ton âge. Il avait raccroché. Il n'avait pas dit qu'il était fier. Il n'avait pas demandé de quoi parlait le livre. Il n'avait même pas l'air heureux pour moi. Juste des suppositions que j'avais été arnaqué, que ce n'était pas réel, que j'étais trop vieille pour que quelqu'un veuille vraiment mon travail. J'ai regardé à nouveau le contrat. Il disait qu'ils imprimaient 5000 exemplaires. Il disait qu'il pensait que mon livre pouvait trouver un public. Il disait que quelqu'un croyait en moi. Alexandre n'était juste pas cette personne. L'éditeur m'a demandé si je voulais utiliser un nom de plume. J'ai dit oui immédiatement. Cela me semblait plus sûr, comme si je pouvais garder Claire Dubois séparée de celle qui était sur le point d'avoir un livre publié, comme si je pouvais me cacher si cela tournait mal. J'ai passé 1 heure à essayer différentes combinaisons. S.J. Moreau. Assez proche de mon vrai nom pour que cela me ressemble. Assez différent pour que je puisse disparaître derrière si Alexandre s'avérait avoir raison. Le livre est sorti 6 mois plus tard. Pas de tournée de promotion, pas d'interview. Ils ont imprimé 5000 exemplaires et m'en ont envoyé 10. J'en ai tenu un dans mes mains et je ne pouvais pas croire que c'était réel. Mon nom sur la couverture. Enfin, pas mon nom, mais assez proche. La première semaine, rien ne s'est passé. J'ai vérifié le classement des ventes sur Amazon toutes les heures. Il était dans les 600 000, puis les 500 000. Se déplaçant si lentement que je ne pouvais pas dire si quelqu'un l'achetait du tout. Puis une critique est apparue. 5 étoiles. Le titre était « Enfin ». J'ai cliqué dessus. Enfin, un thriller avec une protagoniste qui ressemble à ma mère. Je suis tellement fatigué de lire sur des détectives de 25 ans. Hélène a 62 ans, elle est intelligente et ne se laisse pas faire. C'est le livre que j'attendais. Merci, S.J. Moreau. S'il vous plaît, écrivez en plus. Je l'ai lu 10 fois. Puis j'ai pleuré. Pas comme j'avais pleuré après ce premier refus. C'était différent. C'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Quelqu'un qui ne connaissait pas mon vrai nom, me disant que mon livre comptait. Peut-être que Madame Girard avait eu raison toutes ces années. Peut-être que j'avais une voix. J'ai ouvert un nouveau document et je l'ai intitulé « Livre 2 ». Le deuxième livre est venu plus rapidement. 4 mois au lieu de 6. Je savais ce que je faisais cette fois. Hélène était de retour. Plus âgée d'1 an, plus affûtée. Le mystère était plus serré. L'écriture était meilleure. Les ventes du premier livre continuaient de grimper. Lentement mais sûrement. Des critiques de lecteurs apparaissaient tous les quelques jours. La plupart d'entre elles de femmes de mon âge qui disaient avoir enfin trouvé un personnage qu'elles reconnaissaient. J'ai lu chacune d'elles. Édition Rivage a appelé alors que j'étais à mi-chemin du manuscrit. Ils voulaient le livre 2. Le contrat qu'ils ont envoyé était meilleur que le premier. Plus d'argent, un délai plus long. Ils prêtaient attention maintenant. Alexandre est venu dîner un mardi. J'étais à la table de la cuisine en train de taper quand il est arrivé. Il s'était laissé entrer avec la clé de rechange que je lui avais donnée il y a des années. Toujours là-dessus, hein. Il a embrassé le haut de ma tête. C'est bien, maman. Ça t'occupe. J'ai sauvegardé le document et fermé l'ordinateur portable. Le livre 2 sort dans 3 mois. C'est super. Il a ouvert mon réfrigérateur, a sorti une bière que j'achetais pour ses visites. Et, donc, il me nomme responsable de compte senior, la plus jeune personne à obtenir le poste depuis environ 10 ans. Grosse augmentation. Bureau d'angle le mois prochain. Alexandre, c'est merveilleux. Ouais, c'est assez énorme. Lefebvre m'a dit que je suis sur la voie de l'associer si je continue comme ça. On parle d'argent sérieux dans quelques années. Il a parlé de ses comptes pendant le dîner, des clients qu'il décrochait,
des affaires qu'il concluait. J'ai écouté, hoché la tête et posé des questions. Il a fini sa bière et s'est levé pour partir. Attends, je voulais te parler du lancement du livre. L'éditeur organise un événement dans une librairie à Île-Rest. Un petit truc, mais ils vont avoir des exemplaires à vendre. Il m'a coupé. C'est vraiment cool, maman. Envoie-moi les détails par SMS et je verrai si je peux venir. J'ai quelques semaines de folie qui arrivent. Il était déjà à la porte, vérifiant son téléphone. Merci pour le dîner. Je t'envoie un SMS plus tard. Il n'a pas envoyé de SMS plus tard. 3 mois plus tard, Alexandre s'est présenté à un autre dîner du mardi avec quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Sophie. Elle avait des cheveux foncés raides et portait un blazer même si ce n'était qu'un dîner à mon appartement. Elle m'a serré la main au lieu de m'embrasser. C'est tellement agréable de vous rencontrer enfin, Claire. Alexandre parle de vous tout le temps. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. J'avais fait des lasagnes, le seul plat que je savais faire. Sophie y a touché à peine, tandis qu'Alexandre a mangé 2 portions. Alexandre a mentionné que vous écriviez, n'est-ce pas, dit Sophie. C'est tellement mignon. Qu'est-ce que vous écrivez? Des romans à l'eau de rose. Des thrillers psychologiques, en fait. Oh. Elle a ri. C'est la même chose, non? Des histoires. J'ai ouvert la bouche pour expliquer la différence, mais Alexandre parlait déjà du restaurant qu'ils avaient essayé le week-end dernier. La main de Sophie reposait sur son bras pendant qu'il parlait. Elle riait de ses blagues. Elle appartenait au monde qu'il avait construit, celui où j'étais sa mère qui écrivait des petits livres. J'ai débarrassé les assiettes. Alexandre et Sophie sont partis 20 minutes plus tard. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, rapide et polie. Vous avez un petit endroit tellement confortable. Très charmant. Le livre 2 est sorti la semaine suivante. Les ventes étaient plus fortes que le premier livre. Il a grimpé dans le top 10 000 sur Amazon en 2 jours. Les critiques continuaient d'arriver. Plus de femmes me remerciant d'avoir écrit Hélène. Un email est arrivé un dimanche matin. Je buvais mon café, toujours en robe de chambre. Cher S.J. Moreau, j'ai 64 ans. Il y a 3 ans, mon mari est décédé et j'ai cru que ma vie était finie. Je pensais que j'attendais juste de mourir aussi. Puis j'ai trouvé vos livres. Hélène a mon âge. Elle est intelligente et capable et ne laisse personne la rejeter. Votre personnage m'a montré que je ne fais que commencer. Merci de m'avoir donné de l'espoir. S'il vous plaît, continuez à écrire. Nous avons besoin de vous. Je l'ai lu 5 fois. Puis j'ai pleuré dans mon café. Je l'ai transféré à Alexandre avec un message. Voici pourquoi j'écris. 3 jours plus tard, il a répondu, c'est mignon, maman. Les gens sont vraiment gentils en ligne, n'est-ce pas? J'ai fixé son message pendant longtemps. Les gens sont gentils en ligne. Comme si l'email n'était que quelqu'un d'être poli. Comme si cela ne signifiait pas que mon travail avait changé la façon dont un autre être humain percevait sa vie. Mais j'apprenais. Je n'avais pas besoin qu'Alexandre comprenne. La femme qui avait écrit cet email comprenait. C'était suffisant. Un email est arrivé de New York 2 semaines plus tard. Le nom de l'expéditeur était Patricia Rivière, agent littéraire. J'ai failli le supprimer en pensant que c'était du spam. Chère Madame Moreau, j'ai observé votre trajectoire de vente avec intérêt. Vos livres trouvent un public sur un marché mal desservi. J'aimerais discuter d'une représentation pour votre travail futur. Seriez-vous ouverte à une conversation? Je l'ai cherché sur Google. Patricia Rivière représentait des auteurs de thrillers à succès, de vrais, ceux dont je reconnaissais les noms sur les présentoirs des librairies. Nous avons parlé au téléphone le lendemain. Elle avait une façon de parler directe qui me rappelait Hélène. Vous écrivez pour les femmes de notre âge et les éditeurs prêtent enfin attention. Vos chiffres sont bons. Pas encore excellents, mais ils augmentent régulièrement. Je pense qu'avec le bon éditeur et un bon marketing, vous pourriez atteindre les listes. De vraies listes. Vous voulez dire? Je veux dire USA Today pour commencer. Le New York Times si nous faisons cela correctement. Le livre 3 sera le tournant. Êtes-vous en train de travailler dessus? Je viens de commencer. Bien. Finissez-le. Envoyez-le-moi. Je vous trouverai une plus grande maison d'édition.
J'ai signé avec Patricia une semaine plus tard. Elle m'appelait par mon vrai prénom en privé. Claire, mais pour le monde de l'édition, j'étais S.J. Moreau. Elle était d'accord avec cela. Ce qui vous met à l'aise. Le travail est ce qui compte. Au cours des mois suivants, Patricia m'a appris des choses que Édition Rivage ne m'avait jamais apprises. Comment négocier, quoi demander, ce que je valais. Elle parlait de budget marketing et de tournées promotionnelles comme s'il s'agissait de choses normales que les auteurs faisaient, comme si j'étais une auteure normale qui méritait ces choses. Le livre 3 a été vendu à un plus grand éditeur. Vraie avance, budget marketing. Il voulait mettre mon livre dans les aéroports. J'ai appelé Alexandre pour le lui dire. J'avais essayé d'arrêter d'avoir besoin de son approbation, mais cela semblait assez important pour qu'il le reconnaisse. Ils veulent mettre mon prochain livre dans les librairies d'aéroport, ai-je dit. Un éditeur majeur. Patricia dit qu'il pourrait atteindre la liste USA Today. Waouh, ils y vont vraiment, hein? Sa voix semblait distante, distraite. Eh bien, tant mieux pour toi, maman. Au moins ça t'occupe. Mieux que de rester assise dans l'appartement toute la journée. Ça t'occupe. Comme si écrire 3 livres que les gens lisaient réellement n'était que quelque chose pour remplir mon temps. Comme si je faisais des mots croisés. Je devrais y aller, ai-je dit. Je sais que tu es occupé. En fait, attends. Je voulais te dire que Sophie et moi sommes fiancés. Nous allons faire un truc au tribunal le mois prochain. Rien de chic. Ma poitrine s'est serrée. Alexandre, c'est merveilleux. Laisse-moi t'aider à organiser quelque chose. Une petite réception au moins. Oh, non. On veut que ce soit simple. Sophie n'aime pas les grands mariages, juste la famille proche. On t'enverra les détails. Ils se sont mariés un mardi après-midi. J'ai porté la plus belle robe que je possédais et me suis assise dans la petite chapelle avec 5 autres personnes. Les parents de Sophie, sa sœur, 2 de mes anciennes collègues que j'avais invitées parce que je ne voulais pas rester seule. La cérémonie a duré 12 minutes. Ensuite, les parents de Sophie ont organisé un dîner dans un restaurant à la Waya. Nappe blanche, vin que je ne pouvais pas prononcer. J'étais assise au bout de la table. La sœur de Sophie a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Sophie a sauté. C'est la mère d'Alexandre. Elle écrit des livres par hobby. Sa sœur a souri. Oh, c'est gentil. Quel genre de livre? J'ai ouvert la bouche, les fermé. Alexandre parlait au père de Sophie d'un client. Il n'avait pas entendu, ou il avait entendu et n'a pas corrigé. Des mystères, ai-je dit finalement. J'écris des mystères. Comme c'est amusant. Je devrais en prendre un jour. Elle n'a jamais demandé le titre. Je ne l'ai pas offert. Je suis parti avant le dessert. J'ai dit que je ne me sentais pas bien. Alexandre m'a raccompagné à ma voiture. Tu vas bien, maman? Je vais bien. Juste fatigué. Merci d'être venu. Je sais que ce n'était pas grand-chose, mais ça a beaucoup compté que tu sois là. Il m'a serré dans ses bras, et retourné auprès de sa nouvelle femme et de sa famille et de la vie qu'il construisait et qui avait de moins en moins de place pour moi. J'ai conduit chez moi à travers des rues que je connaissais depuis 40 ans, j'ai allumé la radio, je l'ai éteinte, je me suis arrêté au feu rouge et j'ai pensé à l'email de cette femme. Celle qui disait que mes livres lui donnaient de l'espoir. Alexandre ne comprenait pas mon travail. Peut-être qu'il ne le ferait jamais. Sophie appelait ça un hobby. Patricia appelait ça une carrière. Je savais lequel avait raison. Le livre 4 a atteint la liste des best-sellers USA Today 2 semaines après sa sortie. Elle m'a appelé alors que j'étais à l'épicerie, fixant un présentoir de mon propre livre à la caisse. Claire, vous l'avez fait. Best-seller. Je suis resté là, tenant une boîte de pâtes, regardant le nom de S.J. Moreau sur cette liste. Numéro 17. L'argent est arrivé ensuite. Droits d'auteur de 4 livres. Droits étrangers dans 15 pays. Vente de livres audio. Mon comptable a appelé au sujet des impôts estimés. Les chiffres sur l'écran ne semblaient pas réels. Plus de 700 000 € au cours de la dernière année. J'avais gagné plus en écrivant en 12 mois que je n'avais gagné en une décennie à répondre au téléphone. Patricia a expliqué le calendrier de production lorsque j'ai demandé comment j'avais réussi 4 livres en 5 ans. Vous écrivez proprement, Claire.
Édition minimale. Vos délais sont serrés, mais vous les respectez. La plupart des auteurs ne peuvent pas maintenir ce rythme, mais vous le pouvez. Je ne lui ai pas dit que j'écrivais tous les jours parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de moi-même. Que les histoires continuaient d'arriver parce qu'Hélène continuait d'apparaître dans ma tête avec de nouveaux mystères à résoudre. La vie a changé de petite manière. J'ai arrêté de vérifier les étiquettes de prix au magasin. Lorsque ma voiture faisait un bruit étrange, je l'emmenais chez le mécanicien sans calculer si je pouvais me permettre la réparation. L'anxiété constante concernant l'argent a commencé à s'atténuer. Des emails de lecteurs arrivaient tous les jours maintenant. Des femmes de mon âge, plus âgées, plus jeunes. Elles écrivaient sur le sentiment d'être invisibles, d'être rejetées, de lire Hélène et de se sentir vues pour la première fois. J'ai répondu à chacun d'eux. La confiance qui s'était développée s'est installée dans mes os. J'étais une écrivaine, pas quelqu'un qui écrivait par hobby, pas quelqu'un qui remplissait son temps. Une vraie écrivaine avec 4 livres publiés et un 5e dû dans 2 mois. Le livre 5 était différent. Plus sombre. Hélène avait 65 ans maintenant, le même âge que moi. Elle avait perdu quelqu'un de proche d'elle et remettait tout en question. Les mots venaient difficilement, mais ils venaient vrais. J'étais au milieu du chapitre 12 lorsque mon téléphone a sonné. Le nom d'Alexandre sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, je l'ai rappelé 1 heure plus tard lorsque j'avais fini la scène. « Salut, maman. Tu as eu mon message ? Désolé, j'étais en train d'écrire. Qu'y a-t-il ? J'ai besoin de ton aide. Grosse faveur. Quelque chose dans son ton m'a fait sauvegarder mon document. Quel genre de faveur ? La firme organise notre gala de charité annuel. C'est énorme cette année. Nous récoltons des fonds pour l'alphabétisation des enfants et je suis en charge de tout. Lefebvre sera là, tous les associés. Je suis sur le point de devenir directeur senior. Donc, ça doit être parfait. Cela semble important. De quoi as-tu besoin ? Honnêtement, de tout. Coordination des fournisseurs, plan de table, gestion le jour J. C'est dans 3 semaines et je suis submergé. Sophie est débordée par cette campagne au travail. Et j'ai pensé, tu sais, tu es à la maison de toute façon. Tu n'es pas occupé, n'est-ce pas ? Je veux dire, juste écrire. C'est vraiment important pour moi, maman. J'ai regardé mon ordinateur portable. Le chapitre 12 était à moitié fait. Ma date limite était dans 8 semaines. Patricia avait mentionné des réunions importantes à venir, des opportunités potentielles dont elle voulait discuter. J'ai une date limite dans 2 mois, et Patricia a des choses prévues. 2 mois, c'est largement assez de temps. Ce n'est que 3 semaines. Allez, maman. J'ai vraiment besoin de toi. La vieille corde, ce poids familier. Bien sûr, chérie. De quoi as-tu besoin ? Il a expiré. De tout, honnêtement. Peux-tu passer demain ? Je te donnerai tous les détails. Liste des fournisseurs, budget, plan de table, modèle. Tu es si doué pour organiser ce genre de choses. Nous avons raccroché. Je suis resté assise à ma table de cuisine, regardant les documents encore ouverts sur mon écran. Le chapitre 12 pouvait attendre un jour. 3 semaines, ce n'était pas si long. Je finirais le livre 5 après le gala. Alexandre avait besoin de moi. Les 3 semaines suivantes se sont brouillées ensemble. J'ai appelé des fleuristes pour des options de centre de table, j'ai coordonné avec les traiteurs pour les restrictions de menus, j'ai créé des plans de table pour 200 invités, déplaçant des noms jusqu'à ce qu'Alexandre approuve, j'ai confirmé le lieu, le parking, l'installation audiovisuelle, j'ai fait le suivi avec l'imprimeur pour les programmes, j'ai vérifié et revérifié le calendrier de la soirée. Patricia a appelé en semaine 2. Claire, nous devons parler de ces réunions que vous continuez de reporter. Il y a un intérêt significatif pour votre travail en ce moment. Un intérêt sensible au facteur temps. Vous manquez des opportunités importantes. Je sais. Je suis désolé. Ce n'est que 3 semaines de plus. Une histoire de famille. Après le gala, je serai à nouveau entièrement disponible. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui disait qu'elle avait eu cette conversation avec d'autres clients qui avaient fait le mauvais choix. Très bien, mais vous refusez un intérêt significatif. J'espère que cela en vaut la peine. Je n'ai pas demandé quel était cet intérêt. Je n'avais pas le temps.
Alexandre avait besoin de chiffres mis à jour pour le suivi des dons. Le traiteur avait des questions sur les options végétariennes. Le lieu avait besoin du nombre final de convives. Sophie est passée un après-midi alors que j'étais au téléphone avec le fleuriste. Elle s'est laissée entrer, a posé son sac sur mon comptoir. Toujours en train de travailler sur le gala, a-t-elle demandé quand j'ai raccroché. Juste en train de confirmer l'heure de livraison des fleurs. C'est super. Je veux dire, vous êtes à la maison toute la journée de toute façon, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si vous aviez un vrai bureau où aller. Je l'ai regardée, elle, son sac à main coûteux, son chemisier en soie et ses ongles que quelqu'un d'autre avait peints. J'ai des délais, Sophie, pour mes livres. Oh, c'est vrai. Vos livres. Elle a souri. Alexandre apprécie cela. Vous savez, il est tellement stressé par le vrai travail, les affaires avec les clients. Cela l'aide beaucoup. Le vrai travail par opposition à mes livres, qui n'étaient apparemment pas du vrai travail. Elle est partie avant que je puisse trouver quoi dire. Alexandre a appelé cette nuit-là. J'essayais d'écrire, fixant le chapitre 12 sans savoir ce qui venait ensuite. J'en avais été éloigné pendant 10 jours, et le fil s'était refroidi. Maman, le plan de table est faux. Tu as le groupe Anderson à la table 7, mais ils ne peuvent pas s'asseoir près de la famille Williams. Il y a de l'eau dans le gaz entre eux. Peux-tu le réparer? Alexandre, j'essaie d'écrire. Est-ce que ça peut attendre demain? Pas vraiment. Je dois envoyer le plan final au lieu avant le matin. Ça te prendra genre 10 minutes. Il ne demandait pas. Il me disait que c'était plus important que tout ce que je faisais. Je le réparerai ce soir. Merci. Tu me sauves la vie. Oh, et le traiteur n'arrête pas de m'appeler au sujet des options sans gluten. Peux-tu juste être la personne de contact pour ça? Je n'ai pas le temps pour ces choses. Bien sûr. Merci, maman. Je dois courir, dîner d'affaires. On se parle demain. Il a raccroché. J'ai fermé mon manuscrit et j'ai ouvert le plan de table. Mon éditeur a envoyé un email le lendemain. Claire, nous avons besoin du manuscrit. Êtes-vous dans les temps pour la date limite? J'ai regardé le chapitre 12. Toujours inachevé. 6 chapitres de plus à faire. 8 semaines avant la date limite. Le calcul ne fonctionnait pas, oui, presque fini. Je n'étais pas presque fini. Je n'étais même pas proche. J'étais épuisé. Une semaine avant le gala, j'ai passé toute la journée sur le lieu à coordonner l'installation finale, où irait la table d'inscription, comment la scène serait positionnée, où mettre l'affichage des dons. Le coordinateur de l'événement avait des questions toutes les 15 minutes. Je suis rentré à 19 h, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai fixé les mots à l'écran. Rien n'est venu. Mon cerveau était plein de plans de table, de confirmations de fournisseurs et de la voix d'Alexandre disant que c'était vraiment important pour lui. Je n'avais pas écrit depuis 3 jours, l'écart le plus long depuis que j'avais commencé le livre 5. Le coordinateur du lieu a appelé avec une autre question. J'y ai répondu, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai fait du thé que je n'ai pas bu. J'étais de nouveau sur le lieu l'après-midi suivant, vérifiant la livraison des fleurs lorsque j'ai entendu des voix dans le couloir. Alexandre et Sophie. J'étais sur le point de les appeler lorsque la voix de Sophie a traversé le couloir. Au moins ta mère a quelque chose maintenant avec ses livres. Tu te souviens quand elle n'était juste rien? C'est mieux. Je suis resté là, tenant mon presse-papier, le formulaire de commande de fleurs à la main, la voix de mon fils répondant, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait à cause du sifflement dans mes oreilles. Rien. C'est ce que Sophie pensait que j'avais été. Rien. Je suis rentré chez moi en silence, je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai fixé l'écran vide où les mots devraient être. La voix de Patricia dans ma tête. Vous refusez un intérêt significatif. La voix de Sophie, quand elle n'était juste rien. La voix d'Alexandre, tu n'es pas occupé, n'est-ce pas? Juste écrire. J'ai regardé le calendrier. Une semaine avant le gala. Ensuite, je pourrais retourner à ma vie. Retourner à Hélène dans le chapitre 12 et être S.J. Moreau au lieu de la mère d'Alexandre qui n'avait rien de mieux à faire. Après le gala, me suis-je dit, après le gala, j'établirai des limites. Je dirais non. Je ferai passer mon travail en premier. Je me disais ça depuis 3 semaines.
J'ai fermé l'ordinateur portable sans écrire un seul mot. Le gala a eu lieu un samedi soir au Grand Étoile à Paris. Le lieu que j'avais passé 3 semaines à coordonner, les fleurs que j'avais commandées, le plan de table que j'avais réécrit 6 fois, le calendrier que j'avais créé à la minute près. Je suis arrivé à 18h, 1 heure avant les invités. Alexandre était là avec Sophie, tous deux en tenue de soirée. Il avait l'air élégant dans son smoking. Important, comme quelqu'un qui appartenait à des salles comme celle-ci. « Maman, tu es là. » Il m'a embrassé la joue. « Tout a l'air parfait. Tu as fait un travail incroyable. » Je portais une robe noire. Simple, assez élégante pour le lieu. Les yeux de Sophie m'ont balayé une fois. Elle n'a rien dit. Alexandre non plus. 200 invités sont arrivés au cours de l'heure suivante. Lustre en cristal au-dessus de nos têtes, nappe blanche, centre de table avec des roses blanches. C'était vraiment parfait. Monsieur Grégoire Lefebvre est arrivé avec sa femme, Hélène. Je l'ai reconnu sur les photos qu'Alexandre m'avait montrées. Cheveux argentés, costume coûteux. Tout l'avenir d'Alexandre franchissait la porte. Lefebvre a pris place à la table d'honneur avec les autres associés seniors. J'ai trouvé ma place, table 12 à l'arrière. Pas avec Alexandre et Sophie, qui étaient à la table 1 avec la direction de la firme. Le marque-place avait mon nom écrit en calligraphie. Je me suis assise entre un couple âgé que je ne connaissais pas. Alexandre travaillait la salle, serrant des mains, riant aux blagues. Sophie à côté de lui, sa main sur son bras. Ils avaient l'air d'aller ensemble, d'appartenir à cet endroit. Je l'ai regardé depuis la table 12 et je me suis senti fier malgré tout. C'était sa soirée, son moment. Le dîner a commencé. Salade, puis le plat principal. J'ai picoré ma nourriture, j'ai observé la salle. Tout le monde passait un bon moment. L'événement était un succès. La vente aux enchères a commencé après le dîner. Le commissaire-priseur était professionnel, énergique. Des articles montaient un par un. Des leçons de golf privées avec le PDG de la firme sont parties pour 25 000 €. Un week-end dans un complexe exclusif à Monaco avec accès à un yacht privé pour 40 000 €. Une collection de vins rares, Bordeaux Vintage 1982 pour 35 000 €. Les totaux continuaient de grimper. Alexandre se tenait près de la scène, regardant les chiffres. Je pouvais le voir se détendre. L'argent affluait. Monsieur Lefebvre souriait. Les associés étaient satisfaits. La vente aux enchères a continué. Alexandre était décontracté maintenant, plaisantant avec les gens à sa table. Je l'ai vu se pencher vers Sophie, lui murmurer quelque chose. Elle a ri, a hoché la tête, a répondu quelque chose. Il a regardé autour de la pièce avec ce sourire satisfait. Tout allait parfaitement. L'argent rentrait. Lefebvre était content. Il avait réussi. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers le microphone. Quelque chose dans sa démarche m'a serré la poitrine. Cette assurance confiante. Le sourire sur son visage. Il a attrapé le microphone, l'a tapoté 2 fois. Mesdames et messieurs, j'ai un article spécial de dernière minute. J'ai su tout de suite. J'ai su que quelque chose de terrible allait se produire. L'attention de la salle s'est déplacée. 200 visages se tournant vers lui. Je mets aux enchères un déjeuner avec ma merveilleuse mère. Et c'était ça. Le moment le plus embarrassant de ma vie. Se déroulant devant 200 personnes pendant que mon fils souriait comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Silence, puis des rires nerveux et épars. Les gens regardaient autour pour voir où était assise sa mère. Elle reste à la maison à écrire ses petits romans policiers. Peut-être qu'elle vous mettra même dans l'un d'eux. Plus de rires inconfortables. Les gens se regardant. Ne sachant pas si c'était une blague ou sérieux. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux, le visage neutre. Mise à prix. 1 €. Allez. Qui veut déjeuner avec ma maman? Silence complet maintenant. Personne n'enchérissait. Personne ne riait plus. Les gens me regardaient avec quelque chose comme de la pitié. Certains détournaient le regard. Embarrassé pour moi. Embarrassé pour lui. J'avais eu des années de pratique pour ça. Des années où Alexandre disait des choses qui blessaient sans vouloir le faire. Des années à rester immobile pendant que les gens me regardaient comme si j'étais quelque chose de petit.
Sophie était à côté de lui à la table 1, souriant d'un air suffisant comme si c'était drôle, comme si m'humilier devant 200 personnes était un divertissement. Alexandre souriait toujours, attendant que quelqu'un n'enchérisse, qu'on joue le jeu. Personne ne l'a fait. Le silence s'est étiré. 5 secondes. Le sourire d'Alexandre commençait à paraître incertain. Puis une voix de l'arrière, claire, calme. 1 million d'euros. La salle est devenue silencieuse. Un autre genre de silence. Toutes les têtes se sont tournées. Un homme s'est levé lentement, distingué, peut-être 50 ans, costume sombre. Il a commencé à marcher vers l'avant. Tous les yeux de la salle le suivant. Le sourire d'Alexandre s'est figé. Je suis désolé. Quoi? J'ai dit 1 million d'euros. La voix de l'homme a porté clairement à travers la salle. Je suis Peter Lawson, chef du développement de contenu chez Netflix. Le visage d'Alexandre est devenu pâle. Netflix? Je ne comprends pas. Peter s'est arrêté dans l'allée centrale, s'est tourné pour s'adresser à toute la salle. Pas à Alexandre. Tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, cette femme est S.J. Moreau, auteur à succès de la série du Témoin silencieux. Un halètement est venu de quelque part dans la foule. Une femme à une table voisine a sorti son téléphone, a commencé à taper frénétiquement. Oh mon Dieu, a-t-elle dit assez fort pour que les gens autour d'elle l'entendent. J'ai lu tous ses livres. Un autre invité s'est levé. Attendez, vous êtes S.J. Moreau? Mon club de lecture entier est obsédé par vous. Une femme de la table 3, la série du Témoin silencieux. Hélène est mon personnage préféré, a continué Peter, sa voix calme et professionnelle. Madame Dubois, j'essaie de vous joindre depuis 2 mois au sujet d'une opportunité significative. Il s'est tourné pour me regarder directement. Nous voulons adapter la série du Témoin silencieux. Les 4 livres, un accord de production complet avec Netflix. Les gens haletaient, les téléphones sortaient. Quelqu'un a pris une photo. C'est extrêmement sensible au facteur temps, a dit Peter. Nous avons une fenêtre de production limitée. L'accord dont nous discutons vaut des dizaines de millions d'euros. Lorsque votre agent a mentionné que vous n'étiez pas disponible parce que vous aidiez votre famille avec un engagement caritatif, j'ai fait quelques recherches. La firme de votre fils, ce gars-là, j'ai pris un risque calculé que vous seriez ici. Peter s'est retourné vers la salle. Madame Dubois détient tous les droits sur son travail. Sans son approbation, rien de tout cela n'avance. 1 million d'euros est plus que juste pour l'opportunité de la rencontrer enfin, mais nous devons agir immédiatement. Chaque jour de retard. Nous risquons de perdre notre créneau de production. Le commissaire-priseur a retrouvé sa voix, a bégayé. C'est le don unique le plus élevé de toute la soirée. La salle a éclaté. Applaudissements. Les gens se levaient, se dirigeant vers moi. Puis-je prendre une photo avec vous? Je ne savais pas que vous étiez d'ici. Quand est-ce que le livre 5 sort? Voulez-vous signer mon exemplaire? Je vais en acheter un physique. Alexandre était figé au microphone. Sophie était devenue complètement blanche à côté de lui. Monsieur Lefebvre regardait Alexandre. Le regard sur le visage de Lefebvre n'était pas de la fierté. C'était de la déception. Secouant lentement la tête. Les gens se pressaient autour de moi, posant des questions, voulant des photos, me disant à quel point Hélène comptait pour eux. Alexandre avait toujours dit, c'est gentil, maman, avec la voix que l'on utilise pour un enfant, vous montrant un dessin au crayon. Sophie appelait ça un hobby. J'étais trop vieille, trop tard, faisant quelque chose qui n'était pas du vrai travail. Et maintenant, 200 personnes connaissaient mon nom. Une femme de mon âge a attrapé ma main. Ses yeux étaient humides. Vous m'avez fait sentir visible à nouveau. Merci. J'avais passé la majeure partie de ma vie invisible. Pour Marc, pour Alexandre, même pour moi parfois, mais pas pour ces gens, pas pour les lecteurs qui m'écrivaient des emails. Pas pour les femmes qui se voyaient en Hélène. Alexandre était toujours debout au microphone, regardant cela, voyant enfin ce que j'avais essayé de lui dire. Monsieur Lefebvre s'est levé de la table d'honneur, s'est approché. La foule s'est écartée pour lui. Madame Dubois, a-t-il dit, je viens d'apprendre que vous êtes S.J. Moreau. Ma femme Hélène est une grande fan de votre travail. Elle a lu les 4 livres. Je n'avais aucune idée que la mère d'Alexandre était vous. Il ne l'a jamais mentionné. Mon fils ne le lui avait pas dit,
ne l'avais pas mentionné parce que pour Alexandre, ce que je faisais ne valait pas la peine d'être mentionné. J'utilise un nom de plume, ai-je dit. Cela garde les choses séparées. Lefebvre a secoué la tête lentement. Nous aurions été honorés de vous avoir à notre table. Une auteure à succès, un accord Netflix. C'est remarquable. Remarquable. Alexandre avait appelé ça m'occuper. Ma femme me dit que le livre 3 a changé la façon dont elle se voyait après la retraite, a continué Lefebvre, elle se sentait invisible. Votre personnage lui a donné de l'espoir. Je pouvais voir mon fils à travers la salle, regardant son patron me serrer la main, me regardant être quelqu'un qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. La femme de Lefebvre, Hélène, est apparue à côté de lui. Madame Dubois, je n'arrive pas à croire que ce soit vous. J'ai lu vos 4 livres. J'ai fini le livre 4 le mois dernier. Hélène est incroyable. Vous avez été assise ici toute la soirée, et Alexandre ne nous l'a jamais dit. Elle a jeté un regard vers Alexandre. Sa voix s'est refroidie. Votre fils a beaucoup de chance de vous avoir. Peter est apparu à côté de moi. Madame Dubois, devrions-nous trouver un endroit plus calme pour parler? J'ai regardé autour de la salle une dernière fois. Les gens voulant toujours me parler, Sophie, pâle dans sa chaise, Alexandre debout seul où il m'avait humilié 10 minutes plus tôt. Oui, ai-je dit. Parlons de mes livres. Pas de mes petits romans policiers. Pas de mon hobby. Mes livres. J'ai marché vers la sortie avec Peter, passant devant la table d'Alexandre, je me suis forcé à le regarder. Il m'a regardé en retour comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant, comme si j'étais une étrangère. Peut-être que je l'étais. Peut-être que j'avais été une étrangère pour lui depuis le début et qu'il n'avait juste jamais pris la peine de le remarquer. L'air frais a frappé mon visage alors que nous sortions. Peter parlait déjà de calendrier de production et d'idées de casting. Mais je pensais toujours à cette salle, au visage d'Alexandre, à la déception de Lefebvre, aux gens qui me voyaient enfin, au sentiment d'être visible pour la première fois de ma vie. J'ai parlé avec Peter pendant 1 heure à l'extérieur du lieu, calendrier de production, idées de casting, négociation de droits. Il était professionnel, enthousiaste. C'était réel. C'était en train d'arriver. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone avait 17 appels manqués, 12 SMS, et je l'ai éteint, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec du café, l'ordinateur portable ouvert, mais pas encore en train d'écrire. Mon téléphone était toujours éteint. Je n'étais pas prête à regarder les messages. Je n'étais pas prête à traiter ce qui s'était passé. La sonnette a retenti à 9 heures. J'ai regardé par le Judas. Alexandre. Il portait un jean et un t-shirt, pas ses vêtements de travail. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. J'ai ouvert la porte, je n'ai rien dit, j'ai juste reculé pour le laisser entrer. Il est entré, s'est tenu dans mon salon, le même salon où il avait dîné une centaine de fois, où il avait rejeté mon travail, où Sophie avait appelé mon appartement confortable. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai attendu. Il s'est assis en face de moi, a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. Maman, Il s'est arrêté, a recommencé. Monsieur Lefebvre m'a pris à part après ton départ. Je n'ai rien dit. Il m'a demandé comment je pouvais parler de ma propre mère de cette façon devant des clients, devant tout le monde. La voix d'Alexandre était rauque. Il a dit que ça montrait un mauvais jugement, un mauvais caractère, que la façon dont quelqu'un traite sa famille dit tout sur qui il est vraiment. J'ai pris une gorgée de café. Je l'ai laissé continuer à parler. Je pensais que j'étais drôle. Je pensais que c'était juste une blague inoffensive. Sa voix s'est brisée. Mais ce n'était pas inoffensif. Et ton travail n'est pas quelque chose dont on plaisante. Ça ne l'a jamais été. J'ai posé ma tasse. Non, Alexandre. Ce n'est pas un hobby. C'est ma carrière. C'est qui je suis. Ses yeux se sont remplis de larmes. Netflix. Un don d'1 million d'euros. Best-seller USA Today. Et j'ai appelé ton travail des petits romans policiers devant tout le monde. Je t'ai mise aux enchères pour 1 euro comme si tu n'étais rien. Tu as tout sacrifié pour moi, a-t-il continué, travaillé toutes ces années pour me payer mes études, tes rêves, toute ta vie. Et j'ai traité ton succès comme si ce n'était rien, comme s'il ne comptait pas parce que ce n'était pas ce que je fais. Tu l'as fait,
ai-je dit doucement. J'ai essayé de te le dire. Tu n'as jamais vraiment écouté. Je suis tellement désolé. Il pleurait maintenant. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été stupide et égoïste et je t'ai blessé. Je suis tellement désolé, maman. La vieille corde était là. L'instinct d'arranger les choses, de dire que ce n'est pas grave, de le faire se sentir mieux, d'être la mère qui arrangeait tout. Mais ce n'était pas grave, et je n'allais pas dire que ça l'était. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aimerai toujours, mais les choses doivent changer entre nous. Il s'est penché en avant. N'importe quoi. Dis-moi ce dont tu as besoin, s'il te plaît. J'ai pris une inspiration. J'ai besoin que tu arrêtes de t'attendre à ce que je laisse tout tomber quand tu appelles. J'ai des délais. J'ai des réunions qui comptent. Mon travail est un vrai travail, Alexandre, pas quelque chose pour remplir mon temps. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. J'ai besoin que tu écoutes réellement quand je parle de mon travail, pas seulement que tu hoches la tête et que tu changes de sujet pour parler de ta vie. Et j'ai besoin que tu comprennes que je ne suis pas seulement ta mère. Je suis Claire. Je suis une écrivaine. J'ai ma propre vie qui ne tourne pas autour de toi. Tu as raison, a-t-il dit, surtout. Je ferai mieux. Je jure que je ferai mieux. Tu as une chance de le prouver, ai-je dit. Mais j'ai fini de me sacrifier pour te rendre la vie plus facile. Ces jours sont terminés. Puis-je arranger ça? Sa voix était petite. Pouvons-nous réparer ça? Nous pouvons essayer, ai-je dit. Mais tu dois vraiment essayer, pas seulement dire que tu le feras. Il a hoché la tête, a hésité. Sophie voulait venir aussi. Elle a honte de la façon dont elle t'a traité. Elle a pleuré depuis hier soir. Elle peut m'appeler quand elle sera prête, ai-je dit. Mais tu es venu ici en premier. Cela signifie quelque chose. J'ai souri un peu. Commence par lire un de mes livres. Le lire réellement, pas le survoler, pas faire semblant. Lis-le réellement et dis-moi ce que tu en penses. Il a ri à travers ses larmes. Je lirai les 4. J'aurais dû les lire il y a longtemps. J'aurais dû être ton plus grand partisan au lieu de ton plus grand critique. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Nous sommes restés assis là pendant 1 minute. Puis il s'est levé. Je me suis levé aussi. Il m'a serré dans ses bras. Cela semblait différent cette fois, comme si quelque chose avait changé, comme si une limite avait été tracée, et nous savions tous les deux qu'elle était là. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Il est parti. Je l'ai regardé marcher vers sa voiture depuis la fenêtre, je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le manuscrit du livre 5 était toujours là. Chapitre 12, celui que je n'avais pas pu finir parce que j'avais été trop épuisé par la planification de son gala. Un email de mon éditeur attendait. Claire, tout va bien? Juste pour vérifier le délai. J'ai répondu, besoin de 2 semaines de plus. Situation personnelle résolue. L'histoire n'en sera que meilleure. La réponse est venue en quelques minutes. Prenez le temps qu'il vous faut. Nous vous faisons confiance. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai allumé. 17 messages de plus étaient arrivés pendant la nuit. Patricia, Peter, des lecteurs qui avaient trouvé mon numéro d'une manière ou d'une autre. Je les regarderai plus tard. Le téléphone a sonné. Le nom d'Alexandre sur l'écran. Je l'ai regardé. Puis mon manuscrit. Le chapitre 12 attendait. Hélène attendait. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je le rappellerai plus tard. En ce moment, j'avais besoin de finir ce chapitre. Un petit sourire s'est répandu sur mon visage. L'appartement était calme. Le café était encore chaud. Les mots commençaient à revenir. J'avais passé toute ma vie à me rendre plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands, à faire passer tout le monde en premier, à être la personne qui disait oui même quand je voulais dire non. J'ai tapé la première phrase du chapitre 12, puis la seconde. Les mots venaient plus facilement maintenant. Pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi moi-même et cela me semblait juste. Alors, voilà mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Les excuses d'Alexandre étaient-elles suffisantes ou aurais-je dû fixer des limites encore plus strictes?
Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.